Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je suis en présence, pour moi, de quelqu'un d'inspirant, d'une personne sympa, d'une personne qui attire, une grande foule parce qu'il a connecté avec ses rêves, avec son unicité. Je vous présente Frédéric Da Silva. Frédéric, tata. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, ça fait un peu plus d'un an. Mm-hmm. Voilà. On s'est rencontrés, donc une rencontre encore extraordinaire. J'étais dans ton public. Oui. Comment tu sélectionnes les gens dans ton public? Alors les gens se demandent toujours si les gens sont complices. Donc j'ai monté un système où je jette des frisbees dans la salle, où on jette une peluche et les gens ferment leurs yeux et relancent encore. Ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui viennent sur scène et la sélection est complètement aléatoire. Donc il faut être capable de pouvoir faire un numéro, quelle que soit la personne qui vient sur scène, que ce soit parfois des enfants ou une personne âgée ou même parfois des gens qui parlent pas très bien anglais parce qu'ils sont ici en vacances à Las Vegas. Mm-hmm. Mais j'ai accepté ce challenge pour prouver que c'est pas des complices, que les gens ne font pas partie du spectacle, que c'est pas des acteurs. Et donc, l'année dernière, qu'est-ce qui se passe? Il lance 4 cerceaux. Et t'en as attrapé un. Tu vois des gens tous les jours? Tous les jours. On a une salle de 250 personnes. Ça fait la 7e année qu'on est là. En fait, j'ai commencé... je travaillais dans la rue. J'étais un street performer. Enfin, T'es de quelle ville déjà pour que les gens... Je suis rouennais en France. Moi, j'ai étudié d'abord la magie, comme les rêves d'enfant, être magicien. Et après, ça ne me plaisait pas. Enfin, les trucs ne me plaisaient pas, les accessoires. Je voulais faire quelque chose sans rien, en fait. Mm-hmm. Je voulais presque faire de la vraie magie. Sans accessoires, sans assistante, sans être combiné avec les gens. Donc j'ai étudié ce qu'on appelle le mentalisme, mind reading magic. Où ça? En France, enfin je voyageais partout, donc c'était un mélange de plein de choses que j'avais étudiées. À une époque, j'avais étudié l'hypnose aussi, et puis j'ai toujours été très intuitif, donc j'essaie de mettre toutes mes habilités que j'avais pour créer quelque chose qui est complètement incompréhensible pour les gens, et ça soulève beaucoup de questions pour le public. Et donc tu disais, tu as commencé au début dans la rue? Quand je suis arrivé ici à Las Vegas, oui, j'avais toujours ce rêve de jouer à Las Vegas, mais j'avais aucun contact. Ça m'a pris 15 ans. Pendant 15 ans, je travaillais 3 semaines en France, je gagnais suffisamment d'argent pour pouvoir me payer un billet d'avion, donc je venais ici à Las Vegas et je frappais aux portes. Et je ne savais pas comment on faisait. Puis je parlais pas très bien anglais à l'époque, alors on me disait non. Alors je repartais 3 semaines en France, je faisais des galas. Et j'avais à nouveau suffisamment d'argent pour revenir. Et pendant 15 ans, on m'a dit non. Alors attends, je voudrais rebondir sur ça, parce que par rapport à mes communautés, c'est des gens qui ont des rêves, c'est des gens qui veulent être tournés vers l'action, et ils n'y arrivent pas tout le temps. Mm-hmm. Et ce que j'entends de ce que tu me dis là, c'est assez profond, c'est j'ai frappé, cogné à des portes pendant 15 ans. Mm-hmm. Est-ce que vous entendez que la persévérance et la détermination, la foi en son rêve, quelque part, un jour, ça paye. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il faut passer à l'action? Oui. Et puis en fait, j'avais ce truc en moi, je me disais, c'est marrant, les gens ne savent pas que je vais avoir mon show ici. Comme si j'avais l'impression que j'avais une certitude en moi, que je savais que ça allait arriver, mais que l'univers autour de moi ne le savait de toute évidence pas. Et je ne savais pas comment est-ce que j'allais y arriver, mais j'ai jamais baissé les bras en fait. C'est presque pas raisonnable d'être comme ça. C'est presque une sorte de folie en fait. On a l'impression qu'on sait quelque chose que les gens ne savent pas et on leur en veut pas forcément, donc ils nous disent non et on revient et on essaie de trouver un autre moyen et on refait encore et encore. Mais j'ai jamais été triste de me dire les gens veulent pas de moi ou ils veulent pas de mon show ou je vais pas y arriver parce que j'ai pas assez de pouvoir ou je suis pas assez connu ou j'ai pas assez d'argent. Donc tu veux dire que les autres ne t'ont jamais influencé ou découragé. Ou découragé? Non. Jamais? Non.
Comment on fait pour pas prendre en compte le regard des autres? Je sais difficilement l'expliquer, mais j'avais une certitude en moi qui me disait que je n'avais pas le choix, que c'était comme ça, que ça allait arriver, et que je savais quelque chose que les gens ne savaient pas. Alors, c'est peut-être de la folie, hein, je ne cherche pas vraiment à dire que j'avais un don de prédire le futur, mais oui, enfin 15 ans, ça fait beaucoup, quoi. Et puis surtout de revenir et de recommencer encore et de trouver encore un autre moyen. Et en fait, parce que j'étais magicien, je pense que j'étais habitué à faire des choses que les gens ne comprennent pas, de faire des choses que les gens n'expliquent pas. Donc je me disais que j'allais réussir le plus beau tour de magie finalement, ce serait de réussir à avoir un show à Las Vegas. C'est le plus grand tour de magie pour ton tous les magiciens veulent avoir un show à Las Vegas et il y en a que, à l'époque, il n'y en avait que 5 qui avaient des shows à Las Vegas, dont David Copperfield, Chris Angel ou des gens qui ont gagné America's Got Talent. Et moi, j'avais pas du tout cette... Moi, j'étais pas connu en fait. Et on m'a dit c'est impossible à Las Vegas de réussir si ça fait pas 30 ans qu'on te voit à la télévision, quoi. Donc j'avais tout contre moi, mais je sais pas pourquoi. J'avais une folie qui me disait... je pensais que les gens allaient m'aider en fait. Je suis arrivé là et on m'a dit alors où est votre camion, où sont vos accessoires? Et j'ai dit mais j'ai rien du tout. Moi je fais un tour avec un livre, je demande aux gens de penser à des choses et je devine. On m'a demandé où était mon manager, j'en avais pas. On m'a demandé où est mon producteur, j'ai dit j'en avais pas. On m'a dit vous avez des investisseurs, j'ai fait non. Donc t'as pas suivi, ce que j'entends c'est que t'as pas suivi le process habituel de conforme à ton secteur en fait. Non. Tout le monde m'a dit que je me jetais dans une piscine avec des requins et que j'allais me faire manger par les requins. Et donc là on te répond quoi à Las Vegas quand tu dis non, pas d'agent, pas de producteur? J'ai toujours personne, mais aujourd'hui je suis arrivé avec un contrat de 6 semaines. D'accord. Que j'ai dû payer pour le loyer, etc. à l'avance parce qu'on savait que j'allais pas tenir les 6 semaines. Qui savait que tu allais tout pas le tenir? monde. C'est-à-dire je pense le casino, les gens qui m'ont fait confiance, enfin... Donc en fait le deal, on t'a dit tu payes pour les 6 prochaines semaines parce qu'on n'est pas sûr que tu remplisses la salle. Est-ce que c'est ça ou je comprends? Alors, aujourd'hui j'ai un des meilleurs deals de Las Vegas, pour être tout à fait honnête. Mais au tout début... Justement à cause de ça. Ah oui? Alors raconte-nous. Alors, on va raconter comment ça marche. Normalement... On aime parler, hein, désolé. Même... À Las Vegas, généralement, le deal, c'est qu'il y a quelqu'un un casino qui croit en vous. Et généralement, l'artiste a des producteurs, a des managers, il y a des financiers, il y a plein de gens. Moi, j'avais pas ça. D'accord. Et l'idée, c'est, on fait moitié-moitié. On est partenaire avec le casino donne son théâtre, et on fait moitié-moitié sur les recettes. Ok. Sauf que moi, on était tellement sûr que j'allais vendre 0, qu'ils se sont dit, on va lui demander un peu d'argent pour qu'il aille au théâtre. C'était à 4h de l'après-midi parce que personne ne voulait faire de show à 4h de l'après-midi parce que ça n'a jamais marché. Il n'y a pas de show à 4h de l'après-midi. Donc déjà, on te met bien confortable. Ça n'existe pas. On m'a dit, il n'y a personne à 4h. Il va falloir transcender. S'il veut faire son spectacle à 4h, qu'il vienne faire son spectacle à 4h. D'accord. On ne perd pas grand-chose à ce qui passe à 16h. On ne peut rien perdre parce qu'on va lui demander un tout petit peu d'argent pour le loyer. Et ils m'ont demandé vraiment très peu. D'accord. Parce qu'ils se sont dit, de toutes les façons, il ne va jamais vendre, donc il ne va jamais réussir à s'en sortir. Ok. Pour faire l'histoire courte, je suis arrivé avec 6 semaines de contrat et aujourd'hui, ça fait 7 ans. On est le spectacle le plus ancien aux Balises. Il y a 24 spectacles qui ont ouvert aux Balises en 7 ans et qui ont fermé. 24 sur 7 ans? 24 sur 7 ans qui ont fermé. C'est pas énorme finalement, 24 sur 7 ans. 24 shows différents. Ouais, sur 7 ans, ok. Sur 7 ans, il y en a 24 qui ont essayé et tout le monde s'est planté. C'est pour ça que je suis le dernier et le plus ancien spectacle maintenant. Quand je dis que les champs vont fermer, c'est là qu'ils n'ont pas réussi. Donc aujourd'hui, il y a combien de spectacles ici? Aux Balises, on est à 3 spectacles pour le moment. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça me semble fou. Dans les 2 autres spectacles ont moins d'1 an, donc ils sont encore en train de... Et il y a combien de spectacles en dessous à Las Vegas, tu sais? Alors à Las Vegas, on le sait parce qu'il y a TripAdvisor qui est
site numéro 1 de voyage au monde, référencie 190 attractions à Las Vegas. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à 190. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans le top 3 des spectacles. Sur le top 3, il y a 2 spectacles du Cirque du Soleil et je suis numéro 3. Ça semble incroyable, mais c'est vrai. C'est une histoire incroyable, c'est un rêve en fait. Comment tu le... Est-ce que tu conçois ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu le... Je sais que c'est toute ma vie. Écoute, j'ai 37 ans et je sais que j'ai commencé à l'âge de 5 ans et que j'ai eu cette foi. Alors, pour l'histoire, en fait, c'est intéressant parce que c'est intéressant par rapport à la foi et à la croyance. Quelle que soit la foi, que ce soit pour un créateur ou pour Dieu ou pour quelqu'un qui te regarde. Je suis contente que tu parles de ça. Une foi en ta bonne étoile. Et ben moi, c'était très particulier parce que je croyais beaucoup au Père Noël. J'avais 4-5 ans. Pour moi, le Père Noël, c'est un peu le Dieu des enfants en fait. On ne sait pas où il est, mais il te regarde. Il sait si tu as été un bon garçon ou un mauvais garçon. Et il vient et t'apporte des cadeaux. Et moi, le Père Noël, à l'âge de 5 ans, il m'a offert une mallette de magie. Avec tous les secrets des magiciens entre mes mains. Et il avait offert des petites voitures à mes cousins. Et quand j'ai ouvert la boîte, écoute, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai eu l'impression que j'avais été choisi par le Père Noël, peu importe cette force. Il y avait quelqu'un qui m'avait regardé, qui avait compris quelque chose en moi et qui me disait c'est toi. Je te donne les secrets des magiciens, tu vas devenir magicien, ça va être ça toute ta vie. Et crois-y, voilà quoi. Et en plus, la magie, si tu veux, tu as des secrets que les gens ne comprennent pas, qu'il ne faut pas révéler, et ça les fait rêver. Et après, les adultes ne comprennent pas non plus ce que tu fais, et les gens applaudissent et t'apportent de la joie, et les gens ils font waouh. Et même s'ils comprenaient mes tours quand j'étais petit, le fait de me voir jouer de ça et devenir le personnage et le magicien, ça apportait énormément de bonheur aux gens. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Et ce choc émotionnel-là, du petit garçon qui pense qu'il y a quelque chose en haut, qui le regarde et qui a dit, toi t'es spécial et on va faire que... toi c'est pour ça, genre, voilà ce que tu vas faire dans ta vie. Ça a transformé ma vie et ça m'a donné une force après de... Parce que tu y as cru. Oui. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, puisque dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens qui, petits, avaient des rêves et ils ont été... Ces rêves se sont au fur et à mesure effacés par rapport à la pression et la mauvaise pression de l'entourage. Et tu as dit quelque chose de très important. Tu parles de la foi. Alors, et comme tu l'as dit, la foi, tu peux mettre la définition que tu veux derrière ça. Moi, la définition de la foi, c'est ressentir en soi une énergie, une force tellement haute qu'en fait, tu es comme un peu un bulldozer. Peu importe ce qui se passe autour de toi, vu que tu amènes quelque chose qui est hors du cadre, de toute façon, tu es soit pris pour un génie ou soit pris pour un fou. Oui. Et tu vois, ce que tu me dis là, c'est ce que moi je peux ressentir dans ce que je fais qu'on n'explique pas encore. Et je suis sûre que beaucoup de gens nous regardent actuellement et beaucoup d'entre vous, justement beaucoup d'entre vous me disent quand j'étais petit, j'avais telle et telle faculté, je croyais à la magie, j'avais des rêves. Et en fait, tant que toi tu crois à ton propre rêve, eh bien si vraiment tu t'y accroches et que tu connectes à cette force en toi, à cette foi, à toi comment tu la ressens cette foi? C'est une sorte de certitude inéluctable que tu vas quelque part et que les gens ne peuvent pas comprendre, mais... Tu le sais. Oui, tu le sais, oui. Est-ce que tu le ressens toi physiquement? Moi par exemple, je le ressens physiquement plus que je l'entends. Toi c'est plus dans ton certitude, c'est comme ça. C'est plus dans le mental que dans le ressenti physique, tu dirais ou... Oui, c'est plus dans le mental, oui. Voilà, donc ça veut dire que ça se manifeste différemment, la foi, pour chacun, en fait. Et lorsque vous accrochez à ça, moi je le sais, j'en suis convaincue, et
regarder un jour ce qui se passe. Comment justement les gens qui pendant 15 ans t'ont vu, je dirais entre parenthèses pour eux galérer, même si pour toi c'est pas forcément. Est-ce que pour toi c'est de l'échec ou de la galère d'ailleurs, les 15 années? Non, on peut pas dire que c'était pas un échec. C'est pas un échec puisque j'ai réussi à faire ce que je voulais à la fin. Et je savais que je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle David Hacker qui a dit que les artistes font partie des personnes les plus courageuses au monde parce que toute leur vie, elles sont parfois incomprises et ils vont se battre pour des choses qui semblent pas importantes. Toute la vie, l'artiste, il va travailler sur le geste ou sur la parole ou sur un mouvement si c'est un artiste, ou faire rire les gens si c'est un comédien. Et toute sa vie, il va voir les gens avoir une vie normale, il va voir ses copains de lycée se marier, avoir des enfants, acheter leur voiture, être chez eux. Et lui, il va avoir un peu cette vie un peu marginale. Mais à un moment donné, je crois que quand on touche les gens, quand on touche leur âme, ou quand on touche leur cœur, c'est le travail de l'artiste. Il va toucher les gens à un moment donné où les gens sont avides de leur esprit critique, c'est comme quand on va... comme quand les gens pleurent quand ils vont au cinéma, même s'ils savent que c'est pas vrai, comme écouter une musique et se sentir complètement bouleversé. À ce moment-là, je trouve qu'il y a un moment de vérité qui s'affiche devant les gens, comme moi lorsque je fais mon spectacle et que les gens reprennent leur âme d'enfant. Et c'est accentué par le fait que ce que je leur montre est incompréhensible, donc il y a en plus un choc émotionnel qui se crée là, ce qui est aussi ce que tu fais toi. Et à un moment donné, on a l'impression on est tellement proche de quelque chose qui semble être la vérité ou la pureté, où il y a une sorte de vérité qui peut durer qu'une fraction de seconde, et on se dit que cette fraction de seconde-là, elle valait tous les efforts qu'on a fait, toutes les galères qu'on a eues, que ce moment-là, il valait toute une vie s'il aurait fallu vivre toute la vie pour faire ça, quoi. Alors je parle souvent de tronc commun, des gens qui font quelque chose avec leur cœur, leur créativité et leur foi. Et la manière dont tu parles et ce que tu provoques et ce que tu aimes voir chez les gens, en fait tu les sors d'un conditionnement, tu les sors du cadre et en fait tu leur apportes comme une bouffée d'oxygène, ce que j'entends, et tu les reconnectes à la joie de l'enfant. Pour moi, la créativité, la spontanéité et le fait d'être tout simplement dans l'authenticité. C'est ce que je fais avec mon point artiste et c'est ce que les artistes que j'ai autour de moi, des amis ou les gens que j'accompagne à révéler leur artiste, justement, et bien, quelque part, on a tous un peu ce discours-là de tronc commun, on le ressent, on le voit et c'est super de partager, en tout cas, d'avoir cet échange ensemble parce que finalement, tu renforces ma conviction justement que moi je vois le monde d'une certaine façon et pour moi j'ai touché à une certaine vérité. Lorsque j'en parle, les gens ne comprennent pas forcément, mais j'y crois et j'avance avec ça et je suis persuadée de là où je vais. Donc, parce que je pense que l'intensité de la force de ta croyance personnelle, en intensité, elle est plus forte que le doute que tu as en face de toi. Oui. Donc même si tu as deux forces, la tienne est quand même plus puissante que celle opposée. Oui. Et tu finis quand même, donc tu finis par casser des portes où les gens finissent par se pousser pour te laisser aller là où tu veux aller, parce que ça leur prend moins d'efforts que... Parfois c'est plus facile de laisser les choses couler et aller dans le sens que toi tu veux, plutôt que de faire barrage. Alors dans ce que tu viens de dire, il y a deux choses. La première chose, c'est moi, je dis tout le temps à quelqu'un qui justement veut forcer et pas me laisser passer parce qu'il ne croit pas à ce que je vais lui dire, je dis tu as le droit de croire parce que tu ne connais pas ou tu n'as pas expérimenté ce que je fais. Donc tu as le droit en fait, ta croyance peut s'arrêter à cette limitation et c'est ok pour moi.
Mais souvent, les gens parlent sans connaître. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des résultats concrets. C'est pour ça que je m'en remets toujours au concret. Il y a des gens qui parlent d'hypothèses et qui s'illuminent par eux-mêmes et qui se racontent des histoires et qui racontent des histoires. Et ça marche avec un public vulnérable. Puis pour moi, il y a les gens qui ont la foi, qui croient en leur vérité, mais qui ont des résultats concrets aussi. Donc pour moi, c'est important d'avoir des choses qui se concrétisent dans la matière. C'est là où, pour moi, tu peux pas tout suivre, on peut pas tout écouter, tout suivre et tout prendre pour argent comptant. Bon, je reste quand même une personne rationnelle, mais toi, ces visages, tu les vois changer, ces gens, tu les vois s'ouvrir, tu ressens, ils te remercient, et puis depuis 7 ans à faire ce que tu fais, ça marche, on est d'accord. Donc ta vérité, elle est authentique, mais elle est palpable. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est le concret. La deuxième chose, est-ce que tu comprends pourquoi il y a des gens, en fait, qui sont contre-courant aux idées que tu amènes, aux choses que tu as envie de mettre en place, et pourquoi ils font barrage, selon toi? Tu parles des gens qui sont sceptiques? Oui. Je pense que c'est une réaction normale d'être sceptique, puisque je parle pas de ton cas, mais je parle du mien, parce qu'on fait des choses qui sont différentes, éléments. Donc j'ai pas tes habilités et on peut pas interchanger ce qu'on fait. Non, je parlais dans la vie d'un artiste. Je parle bien sûr. C'est ça que je peux parler qu'en ce qui me concerne. Bien sûr. Les gens viennent voir le spectacle et ils sont sceptiques, et heureusement, parce que ils viennent voir quelque chose qui est impossible. C'est la beauté de ça. Oui. Si ce que tu faisais, tout le monde pouvait le faire, ce serait plus extraordinaire. Ce serait plus magique. Ce serait plus mystérieux. Donc j'aime les gens qui sont sceptiques de la même façon que les gens qui ne le sont pas. Je trouve qu'ils ont toute raison d'être là, puisque ils viennent voir quelque chose qui n'a pas d'explication. Donc être sceptique, c'est utiliser son cerveau pour utiliser son esprit logique et de comprendre que ça n'est pas logique. Et mon travail, c'est de montrer qu'ils repartent en disant ça n'est pas logique, c'est incompréhensible, il n'y a aucune explication à ça, mais il l'a fait à moi, donc je sais que je ne suis pas dans le coup. Et de repartir avec un mystère, et moi je laisse partir les gens comme ça, et chacun à ce moment-là peut décider d'expliquer ce qui s'est passé comme il le souhaite. Ça ne me regarde pas personnellement, puisque moi je ne fais pas des choses, je ne soigne pas les gens, je n'essaye pas de changer, donc je suis juste là pour faire mon spectacle. Tu t'arrêtes au divertissement, mais qui quand même fait travailler les esprits derrière. J'espère un choc émotionnel, une question qui est très forte, quelque chose qui n'a aucune explication, que ce soit le sceptique ou pas le sceptique. À la fin du spectacle, je demande même aux gens de venir me voir après le spectacle s'ils le souhaitent. Et ils posent des questions. Ils me posent des questions et je le fais un par un. Je demande aux gens, comme tu as vu le faire il y a quelques heures, penser à n'importe quel nombre entre 1 et 100, et je leur donne le numéro qu'ils ont pensé et ils repartent. Mais j'ai cette chance d'être artiste et d'avoir le spectacle, il y a les costumes et il y a la musique, et donc... il y a tout un univers autour, en fait. Exactement. Mais sans doute que toi et moi, on a le même challenge d'aller derrière l'esprit critique qui fait barrière. En fait, de vouloir expliquer ce qu'on fait à des gens qui n'ont jamais testé. Moi, ce que je dis souvent, c'est, et dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que l'être humain, on va dire qu'il va être conditionné là, dans cette table, et il a ce cadre. Mais en dehors de ce cadre, il ne sait pas ce qui s'y passe. Pour lui, il n'y a que le cadre qui existe. Comme dans le film de The Island avec Scarlett Johansson, eh bien, ils sont dans une machine et on leur dit que l'extérieur, on ne peut pas y aller parce qu'ils vont mourir, qu'il n'existe rien à l'extérieur. Finalement, ils sont dans une machine de création pour des dons d'organes pour l'extérieur. Mais eux, ils pensent vivre une vie normale. Donc, ils ne vont pas remettre en cause ce qui est à l'extérieur, puisqu'on leur dit depuis le début qu'il n'y a rien d'autre qui n'existe en dehors du cadre. Et c'est ce qu'on dit, un changement de paradigme, c'est que lorsqu'on vient de voir,
quelque part, tu vas nous changer de paradigme parce que notre perception va être modifiée. Et c'est ce que je vais provoquer moi aussi avec mes outils de mon unicité, un changement de paradigme. Mais il y a les sceptiques qui participent et qui repartent non sceptiques, du coup. Donc là, il y a une modification de leur perception. Et puis il y a ceux qui ont peur de l'inconnu et qui ne désirent pas au fond d'eux-mêmes changer de perception et de paradigme. Parce que lorsque on t'apprend que la vie elle est dans ce carré et que toute ta vie tu as cultivé ce carré et que tu as fait en sorte que dans ce carré tu sois le meilleur par exemple et que tu as le public autour qui t'applaudit dans ce carré parce que tu es dans la réussite des valeurs et des règles de ce carré. Mais imaginez-vous cette personne avec donc un ego peut-être fort, avec une zone de confort forte, avec tout ce qu'il a établi. Demain, tu lui dis viens sortir du carré. En fait, tu vas être hors de ton carré, donc tu n'as plus de place, tu n'as plus de repères. Est-ce que vraiment tu as envie de changer ça? Il y a des gens qui disent non, ils ne sont pas prêts à changer de paradigme et à aller au-delà de ce carré. Donc eux, par la peur de l'inconnu et la peur de la perte, et aussi ne pas avoir envie de passer à l'action pour quelque chose et de changer de perception de paradigme, ils préfèrent dire non, ça n'existe pas. Et donc ils tombent dans un jugement de quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté. Donc je pose toujours la question aux gens, comment vous faites, pour ceux qui nous écoutent, de donner votre avis sur quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. C'est pour ça que j'encourage les gens au lieu de lire ou de regarder des vidéos, sachant que sur internet par exemple les vidéos il y a de la formation blanche, grise et noire. L'information noire est une formation, c'est des informations créées de A à Z, donc c'est que du mensonge et je pense que c'est 50 à 60% du web. J'avais fait des études là-dessus. Information grise, vraie information, fausse information, et information blanche c'est à peu près 20%. Donc blanche c'est des vrais faits relatés, concrets, et il n'y a pas d'hypothèse, pas de mensonge. Bref. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est venez expérimenter les choses, allez sur les lieux, allez rencontrer les gens, allez chercher vous-même l'information, vivez quelque chose et tirez-en vos propres conclusions. Donc, pour finir, quand est-ce qu'on peut venir te voir à Las Vegas? Je suis là 51 semaines par an, donc il suffit de chercher sur Google Paranormal Las Vegas et vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez chercher Frédéric Da Silva sur YouTube. Tout simplement. Merci et à très vite. Ciao.